Salam alaikum Azul Flaoun, bonsoir. L'image saisissante de l'Algérie dite nouvelle est celle d'un autre temps, d'un autre siècle, c'est ce qui la rend un tantinet subservi. Elle illustre aussi l'intenable paradoxe du régime, faire croire qu'il est nouveau tout en retournant à du périmé. La liberté de la presse se porte très mal en Algérie et en raison inverse, l'autoritarisme, quant à lui, fleurit de plus belle. Jamais le pays n'a connu pareil ordre aussi arbitraire que celui de l'Algérie nouvelle. Une presse mal en point qui a décidé de renoncer à son indépendance et son impertinence, à laisser la place au profit de la parole obséquieuse de ceux qui s'évertuent à être la voix du maître du moment. Un unanimisme ruineux pour la démocratie. Pour ceux qui essayent de basculer cet ordre, ils subiront des sanctions, des restrictions et des condamnations par une justice à l'ordre. C'est le cas de Radio M et Maghreb Émergent. À leur tête, le journaliste Ihsan Qadi, qu'il faut rappeler, a été condamné en juin 2023 à 7 ans de prison, dont 5 ans fermes. L'Algérie nouvelle de Tebboune a su tailler une presse sur mesure. Dans le même ordre, la présence du chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, au sommet du G7 en Italie, a été présentée par les relais du pouvoir comme un succès de la diplomatie algérienne. Rappelons que le pays hôte invite traditionnellement des personnalités extérieures à participer à certaines sessions. L'Italie a ouvert ses portes et accueilli cette année le pape François, le roi de Jordanie, ainsi que les dirigeants de l'Ukraine, de l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, de la Turquie, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Kenya, de l'Algérie et de la Mauritanie qui assurent la présidence de l'Union africaine. En contraste, le torchon brûle entre l'Algérie et l'Union européenne. La Commission européenne a engagé vendredi une procédure de règlement des différends contre l'Algérie, suite aux restrictions imposées aux exportations et investissements de l'Union européenne par les autorités algériennes. La procédure engagée par l'Union européenne pour défendre les entreprises européennes devrait inclure une partie de négociations diplomatiques entre les deux parties afin de parvenir à un accord. Mais si les autorités algériennes refusent, les 27 pays de l'Union européenne auront devant eux d'autres mécanismes pour faire encore plus de pression sur Alger. Des pressions qui ne touchent pas seulement le commerce avec l'Union européenne, mais aussi en termes des droits de l'homme et des libertés, puisque l'Algérie a ratifié les conventions internationales qui la lient aux institutions internationales, dont le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le rapport du rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, Clément Voul, note que l'Algérie a été élue au Conseil des droits de l'homme en 2022 et constate une volonté croissante de dialoguer au sujet des droits de l'homme, dont témoignent notamment les efforts que les autorités ont déployés pour faciliter sa visite, puis celle de la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains. Toutefois, le rapporteur spécial a été informé à plusieurs reprises que les autorités avaient continué de recourir à des lois répressives et inconstitutionnelles datant de l'avant-Hirak pour réprimer la dissidence pacifique. Des militants des droits de l'homme et des journalistes continuent d'être détenus arbitrairement et des associations de la société civile d'être dissoutes arbitrairement ou de se voir refuser l'enregistrement. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Rétro-info de la semaine. On va bien sûr revenir sur plusieurs thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. La du conseiller de la présidence aux communications, Kamel Sidi Saïd, donc médias entre propagande, restrictions et sanctions,
Nous revenons aussi, on va revenir aussi dans cette émission à l'invitation de Al-Majid Tebboune en Italie, donc au sommet des G7, pardon. Donc Tebboune au G7, l'Union européenne menace l'Algérie, une diplomatie qui tâtonne. Et le troisième thème de notre émission, droits de l'homme et liberté, l'Algérie nouvelle au régime sec. On va revenir bien sûr sur ce rapport qui va être ou qui a été publié donc par Monsieur Voul. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Karim Kbir qui sera avec nous, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Je ne sais pas si on a Karim Kbir avec nous. Ah, très bien. Karim Kbir, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci Karim Kbir. On aura aussi le plaisir d'accueillir Ilyas Jubaili, ingénieur, économiste, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. Ilyas Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser pour votre invitation. Je salue aussi votre invité et toute l'équipe El Maghrébia et sans oublier bien sûr les téléspectateurs qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Merci Lies. On aura le plaisir d'accueillir aussi Zakaria Hnash qui est militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Montréal via Skype aussi. Zakaria Hnash, bonsoir. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ou Saha Aïdek. Saha Aïdkoum. Merci pour le Maghrébia pour cette invitation et je salue aussi les invités et ainsi les téléspectateurs qui voyons notre émission. Merci beaucoup, Zakaria Hnash. On va commencer bien sûr avec cette sortie de Kamel Sidi Saïd qui a transmis donc le message de Al-Majid Tebboune, les vœux de l'Aïd. Donc, on va regarder cette petite vidéo et je reviens juste après à mes invités. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قام اليوم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد بزيارة إلى مقري الإذاعة والتلفزيون، حيث نقل تهاني وتبريكات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى صحفيي المؤسستين الإعلاميتين وتقنييها وكل الأسرة الإعلامية، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وتبليغ الرسالة الإعلامية النبيلة. كمال سيدي سعيد زار قاعات التحرير للإذاعة الوطنية وكذا قاعة التحرير بالقناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري واستوديو الأخبار وكذا مركز الإرسال، حيث طلع على ظروف سير العمل ومشاريع تحديث وسائل نقل الصورة والصوت بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى جهود ترقية العمل الإعلامي لمؤسسة التلفزيون العمومية. كمال سيدي سعيد زار أيضا بالمناسبة ذاتها مقر وكالة الأنباء الجزائرية. Donc Kamel Sidi Saïd, le conseiller à la communication auprès du président de la République à la présidence. Karim Kbir, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, on va revenir aussi sur la cessation du site internet ou site web de Radio M, mais on va commencer avec cette sortie, Karim Kbir. Comment peut-on la lire alors qu'en Algérie, il y a un ministre de la communication? Pourquoi un conseiller, donc à la communication, à la présidence, qui fait ses sorties sur le terrain? Comment peut-on la lire, donc, cette sortie, Karim Kbir? Écoutez, moi personnellement, au risque de vous étonner, j'ai pas vu cette sortie. Je viens de l'apprendre d'ailleurs. C'est aussi paradoxal que cela puisse paraître. Mais en fait, dans les traditions, c'est-à-dire d'un pays à la pratique démocratique, où il y a un minimum en tout cas, je ne vois pas ce que peut faire un conseiller ou un responsable de communication d'abord chez les médias, et il n'y a pas de raison de médiatiser cette action. C'est-à-dire à la limite, il est libre bien entendu de se rendre, de faire une visite sans pour autant qu'elle soit médiatisée.
Voilà. Mais après, comme nous sommes dans un pays où, faute d'informations, faute d'éléments d'information, donc à chaque fois, on essaie de décortiquer le moindre geste, le moindre indice qui permet de faire quelques lectures un peu sur la situation politique, comment elle évolue. Cela dit, donc en deuxième lecture, on peut à l'évidence comprendre qu'il y a un début de désaveu de l'action de l'actuel ministre, de l'actuel titulaire, parce que comme vous l'avez si bien précisé, en tout cas c'est la tradition ici dans le pays, c'est que les médias publics, ils appartiennent au gouvernement. Ils ne sont pas dans une mission de service public, mais ils sont dans une mission pour promouvoir la politique de ceux qui sont au pouvoir pendant cette période. C'est ce qui a été fait pendant la période de Bouteflika, c'est ce qui a été fait dans la période d'avant, c'est ce qui a été fait dans les années 70 et ainsi de suite. Donc elle est là pour essayer de faire la promotion des politiques gouvernementales. Donc un ministre en général, il est nommé justement pour veiller au bon fonctionnement de ces médias dans le sens souhaité par le gouvernement. Donc, si cette tradition devait être respectée, donc c'est au ministre de faire ces visites, soi-disant de transmettre ces salutations. Donc, peut-être c'est une façon de désavouer un peu l'actuel ministre, ce qui peut signifier que peut-être qu'il y a un remaniement en perspective. Puisque vous avez parlé, donc, Karim Kebir, de promouvoir la politique du pouvoir, et ça, bien sûr, par les médias qui existent, donc, qui sont étatiques, mais pas que. Et là, la question qui se pose, bien sûr, on a vu Mohamed Lagab, le ministre de la Communication, faire la promotion donc, des réalisations de Abdelmajid Tebboune, mais aussi essayer de faire, si on peut dire, la leçon aux médias, de faire cette promotion donc des réalisations. On regarde cette vidéo et je reviens juste après. الرئيس غيبذل مجهودات جباره، مجهودات خارقه للعاده، خلاص كاع من مسؤوليتكم، من مهامنا احنا كاعلاميين نوصلوها للمواطنين وندافعوا عليها ونحارب هذيك الدعايه المضاده، الدعايه المغرضه، الاشاعات، لازم نحاربها. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقه الوسطى، يبكي عليهم، دايرهم هم، دايرهم قضيه الطبقه الوسطى. ومن بعد حنا ساكتين ويجي واحد يخسر عليك زوج كلمات هكذا يقول لك ما كان والو. Mohamed Lagab, le ministre de la Communication. Zaki Hennache, cette question est à vous. Donc, quelle lecture peut-on faire donc, de cette sortie de Kamel Sidi Saïd, le conseiller à la communication dans la présidence? Et est-ce que le ministre a été désavoué, comme on l'a entendu par Karim Kebir? Votre lecture, alors qu'on a entendu dans ce passage Mohamed Lagab qui appelle les médias à faire la promotion donc, de la politique du pouvoir. Zaki Hennache. Je commence par la déclaration de Lagab. Il dit clairement qu'il ne faut pas critiquer l'attaque les critiques, parce que voilà, il dit que Tebboune pleure pour la classe moyenne ou la classe vraiment basse, mais le rôle du président, c'est pas pleurer, mais le rôle du président, de bien gérer l'État. Le rôle du président, c'est de régler des problèmes et trouver des solutions. La déclaration de Lagab montre clairement la stratégie et la politique qui a été menée par les services de sécurité de condamner toute personne ou toute critique, parce que maintenant, c'est avec la critique qu'on développe, c'est avec la critique qu'on règle nos problèmes et trouver les fuites. Mais la déclaration de Lagab montre clairement que la philosophie de ce système-là de réprimer toute voix critique, quoi. Revenons à Sidi Saïd, cette sortie-là montre qu'il y avait
une mauvaise gestion. En arabe, on dit tchouka, ça veut dire tout le monde permet de faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, ça veut dire pour lui, il est comme le. Voilà, je n'ai pas trouvé un mot exact, mais c'est juste en arabe, on dit tchouka, c'est tout. C'est un exemple que les gens qui ont à la tête de l'État algérien gèrent pour gérer, et puis c'est tout. Mais il y a aussi ce contraste, Zaki Hennesh, puisque aussi cette semaine, on a vu cette décision, donc le site web de Radio M, du patron, donc Ihsan Al-Qadi, il faut rappeler qu'il est en prison, a cessé de publier. Et là, je peux vous lire aussi ce communiqué de l'équipe de Radio M. L'équipe de Radio M a résisté tant qu'elle a pu. Nous avons traversé des courants froids et des tempêtes violentes qui, hélas, ne semblent pas s'apaiser. Le 13 juin dernier, donc, la Cour d'appel d'Alger a confirmé la dissolution d'Interface Média, entreprise éditrice de Radio M, donc a-t-elle précisé. C'est un jour de deuil, si on peut dire, pour la liberté de la presse en Algérie. Zaki Hennesh. Ah oui, c'est tellement douloureux parce que une petite lumière de médias qui a resté en Algérie, elle est en train de s'éteindre forcément, parce que il faut dire aussi que les journalistes qui ont résisté, qui ont décidé de malgré les décisions de loi, malgré Hassan Kadi qui a été mis en prison arbitrairement, malgré de tout ce qu'ils ont subi, parce qu'il faut dire aussi que du côté financier, que ces journalistes-là sont presque des bénévoles, ils travaillent parce qu'ils ont des familles, ils ont des besoins financiers pour vivre aussi, pour survivre leur famille. Il y en a aussi la répression, il y en a aussi l'intimidation, le risque, parce que toutes personnes qui sont autour de Radio 1, ça veut dire qu'elle est sous le radar sous le radar de la police judiciaire, sous le radar de la sécurité, et toute personne, et sachant que autant que je suis journaliste avec Radio 1, ça veut dire que je suis à tout moment risque d'être arrêté, d'être condamné de terrorisme. Voilà, ça veut dire c'est un vrai ça fait 2 ans maintenant, 2 ans maintenant qu'ils sont une année et demie, voilà, c'est presque 18 mois qu'ils ont à voir cette situation-là. C'est très compliqué, un mois, 2 mois, mais 18 mois de résistance. Mais c'est vraiment, moi, je tire chapeau. Moi, je tire chapeau à Hassan Kadi, je tire chapeau à tous les journalistes qui ont essayé de résister, qui ont essayé avec toutes les conditions misérables, les conditions. On peut même pas imaginer, parce que leur situation, parce que pour que tu sois d'une part risqué d'être arrêté à tout moment, risque d'être poursuivi des accusations comme le terrorisme, et en même temps avoir des problèmes financiers, c'est tellement très très compliqué. C'est pour ça, d'une part, c'est très malheureux si tu une journée, ça va être une journée parmi les jours douloureuses de notre chère Algérie, et d'autre part aussi, on doit aussi saluer tous les journalistes qui ont essayé de résister jusqu'au moment de dire ok, c'est bon, on ne peut pas faire plus. Voilà. Et moi, je salue tous les journalistes d'Interface Média, soit à la Radio 1 ou Maghreb Émergent. Voilà. Très bien. Je sais que Zakaria, vous devez nous quitter pour un petit moment. Donc, et on va vous retrouver aussi sur le dossier des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Donc, je vais revenir à Karim Kbir, si c'est possible. Karim Kbir, on a bien sûr débattu de cette question. Ça fait mal de voir donc un média s'éteindre en Algérie, un média indépendant. On en a parlé, mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cette décision, de ce jour où donc le site web de Radio M a cessé de publier. Votre réaction, Karim Kbir? Oui, c'est dommage quand même qu'un site quand même qui a eu sa place. On ne doit pas oublier quand même que Radio M était une fenêtre au moment où tout était verrouillé. Il restait quand même une fenêtre pour toutes les obédiences, pour tous les courants politiques, donc tout le monde qui s'exprimait. Il y avait de véritables débats, des émissions de grande qualité, notamment sur le plan économique, animées par Ihsan Kadi.
Bon, depuis son emprisonnement, bien entendu, l'équipe dirigeante avait plutôt l'équipe, enfin, tous les journalistes ont essayé de maintenir le cap, notamment à travers le site, tant qu'il n'y avait pas de décision de justice. Mais quand vous connaissez la situation d'abord financière, parce que pratiquement elle était étouffée, sans compter les conditions générales, la situation économique, le climat politique de fermeture, il était pratiquement devenu impossible pour les journalistes de continuer à faire leur travail comme ça bénévolement. Et donc, après la décision de la Cour d'Alger qui a confirmé donc la fermeture, ben ils ont décidé carrément de mettre la clé sur le paillasson parce que ils ne pouvaient pas continuer. Mais comme je l'ai dit, c'est triste pour la presse en Algérie parce que ça prive tout de même les lecteurs, notamment dans la diaspora qui suivent beaucoup Radio M, d'avoir un autre avis contraire, un autre avis différent de ce qui se passe dans le pays, des informations qu'on essaie de taire, des informations qu'on ne dit pas, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui pratiquement dans la majeure partie des médias existants aujourd'hui, parce que, comme vous l'avez dû sans doute le constater, une bonne partie s'est transformée pratiquement en relais du discours officiel. Donc il n'y a ni débat contradictoire, ni enquête, ni reportages qui peuvent éventuellement, c'est-à-dire remettre en cause des orientations politiques ou les orientations économiques du gouvernement. Alors que ça fait partie de la santé démocratique d'un pays. On ne peut pas avancer sans qu'il y ait une parole critique, une parole qui met en lumière des situations, qui met en lumière c'est-à-dire des informations dont les gens n'ont pas pu accès. C'est très très important pour faire éclater d'abord la vérité, mais aussi pour faire apprendre aux gens les enjeux, que ce soit autour de la gouvernance ou bien sur les orientations économiques. Et c'est comme ça qu'on cultive la citoyenneté. C'est à travers la multiplication le pluralisme médiatique qu'il y ait un avis et son contraire. Mais sinon, on n'avance pas. On va retomber toujours dans les mêmes situations. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait pendant la période Bouteflika. Rappelez-vous, à chaque fois, on disait que tout va bien, tout allait bien, on s'attaquait à l'opposition. Et pourtant, 2019, c'est un volcan. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à tirer les leçons, justement, qu'on ne peut pas avancer sans un minimum d'une presse critique, c'est-à-dire d'une presse qui permet le libre débat. C'est très important. Parce que, voilà. Très bien, reste avec nous Karim. Elias Jbay, il est désolé, je vous donne la parole Elias. Karim est en train de dire on ne peut pas avancer sans qu'il y ait donc une presse critique. D'un côté, on est en train de voir donc cette presse qui est à l'ordre, cette presse qui est dans l'embrigadement, pardon. Donc, si on peut dire, mais aussi, elle fait la promotion de la politique du pouvoir. Et de l'autre côté, donc, il y a un contraste, la fermeture définitive donc, du site web de Radio M, qui est à sa tête, bien sûr, Hassan Qadi, qui est en prison. Votre réaction, Elias? Merci Nasser. Au fait, en Algérie, la liberté de la presse a toujours été confrontée à de nombreuses lignes rouges, Nasser. La liberté de la presse en Algérie elle a été toujours confrontée à plusieurs lignes rouges. Le simple fait d'évoquer la corruption, le simple d'évoquer une répression de manifestations peut faire valoir à des journalistes, intimidation et poursuite. Il faut savoir que le climat médiatique en Algérie n'a jamais été aussi détérioré. Il a atteint son paroxysme sous la présidence du chef de l'État, M. Tebboune. Et c'est ça la réalité.
Donc, on assiste à quoi? On assiste à des sites internet bloqués, répression, journalistes emprisonnés. La preuve, dont je salue M. Kbir, qui était journaliste dans cette presse, c'est Radio M, c'est une entreprise qui a donné le meilleur. Elle a permis un débat contradictoire, elle a ouvert ses portes à tous les courants, vraiment. Moi, en tant que membre de la diaspora, je suivais les débats avec intérêt, avec attention. C'est un jour triste, c'est une désillusion de plus pour la presse libre en Algérie. Il faut dire qu'il n'y a pas de presse libre finalement. Cette presse libre, elle est confisquée. Le régime a décidé de l'anéantir, de la fermer définitivement. Il s'en est pris à Radio M, et il faut évoquer une mention spéciale aussi pour Zohair Aberkan Allah yarhamou et M. Hassan Qadi, le fondateur, qui se trouve en prison, injustement emprisonné. Donc voilà, quand on voit un conseiller sortir, ou M. Laguebi qui essaye de dire, il incite, c'est une intrusion, c'est pas une démocratie, il incite les médias à faire de la promotion des projets de M. Tebboune. Voilà, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire il faut que vous acceptiez l'ordre venant d'en haut. Et on voit bien, c'est une image qui est claire qu'on n'est pas dans un état de droit. Dans un état de droit, la presse est un contre-pouvoir, et ça permet de décortiquer et déceler les failles du régime pour faire vivre et refaire vivre la démocratie. Ce n'est pas le cas en Algérie. Ce n'est pas le cas. Maintenant, comme il l'a dit très justement, M. Laguebi, maintenant, un conseiller, il fait sa tournée libre pour faire de la promotion des médias lourds, des médias publics, qui sont complètement... vous savez, Nasser, le courage intellectuel et la rigueur, vous la trouvez dans la presse libre. Plus vous avez une presse libre, plus vous avez des journalistes qui s'épanouissent intellectuellement, et voilà, c'est ça, c'est important, il faut le mentionner. Dans une presse qui est confisquée, qui est verrouillée, il n'y a pas de courage intellectuel, il n'y a pas de débat, il n'y a rien. C'est malheureusement ce qui se passe en Algérie. Voilà, pour finir, c'est que ce régime, il a toujours voulu mettre fin à une presse libre, sauf une presse libre, pas une presse libre, une presse privée libre, si j'ose dire, qui reste, qui est soumise. Et d'ailleurs, pas mal de médias étrangers qui suivent avec attention ce qui se passe en Algérie. Il faut savoir, on n'est pas les seuls au monde, donc on est dans une globalisation mondiale. Tout le monde sait ce qui se passe en Algérie. Tout le monde sait que les médias en Algérie ne sont pas libres, tout simplement. Très bien. Et tous ces médias sont sous la tutelle, si j'ose dire, du pouvoir. Très bien. Restez avec nous, Elias Jbeili. Karim Kbir, je vais revenir très rapidement sur cette question des médias en Algérie. Avant de passer au deuxième thème de notre émission, est-ce que vous êtes inquiet, Karim Kbir? Je sais que vous êtes un ancien donc, de cette profession. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution donc, des choses par rapport donc, à la liberté de la presse en Algérie, quand on voit qu'il n'y a plus de voix critiques, et quel impact pour notre pays? Très rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, même aujourd'hui, on peut plus parler de presse. On n'a plus de... c'est-à-dire la situation telle qu'elle commande une refonte en profondeur, mais c'est une refonte globale. Comme je l'ai toujours dit, même la presse elle-même ne peut pas exister sans une ouverture politique, sans qu'il y ait des espaces de toutes les libertés, c'est-à-dire que les partis activent librement, que les gens, ou du moins qu'on respecte la Constitution, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte d'appliquer la Constitution
parce que tout est garanti dans la Constitution, à vrai dire. Donc on laisse les gens exercer leur liberté et la suite va venir. Mais la presse aujourd'hui, telle qu'elle se présente, ne joue plus le rôle qui est le sien, non seulement sur le plan de la manière dont sont structurées les entreprises, mais en même temps dans les modèles économiques existants, puisque, comme vous le savez, il y a toujours le monopole de la publicité de l'État. Et donc, l'écrasante majorité dépend justement de cette manne financière qui est distribuée pour l'État, et l'État, il le distribue en fonction de votre degré d'allégeance. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de course à la rente. Et cela sans compter le problème de formation, le problème de l'accès à l'information, parce qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de... en fait, c'est une presse, pour moi, qui est appelée à être réformée en profondeur, mais c'est un travail de longue haleine et qui ne se fera pas en 24 heures parce qu'elle dépend de l'évolution générale du pays. C'est-à-dire que c'est un changement global qui devrait avoir lieu en Algérie, pas seulement dans la presse. La presse ne fera que suivre justement cette évolution et ce changement qui doit s'imposer au pays avant de s'imposer à la presse. Très bien. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. On va entamer bien sûr le deuxième thème de notre émission, qui est donc le volet diplomatique, la visite ou l'invitation de Abdelmadjid Tebboune en Italie, donc au sommet de G7. L'invitation a été faite par Giorgia Meloni, donc, et on va revenir donc sur cette visite, cette invitation, comment elle a été présentée par les médias algériens aussi, mais aussi le différend qu'il y a entre l'Union européenne et l'Algérie, juste après cette petite intro. Donc, Tebboune, au G7, l'Union européenne menace l'Algérie et une diplomatie qui tâtonne. Donc, on va revenir sur cette invitation d'Abdelmadjid Tebboune. On est allé au G7. On va regarder ce passage, donc comment les médias algériens ont présenté cette invitation. إذن حضور بارز قوي للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في قمة مجموعة السبعة. الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تجلس على طاولة الكبار وكبرى الاقتصاديات العالمية وأيضا الحاضرين في هذه القمة. تستقطبهم طريقة الجزائر في إدارة الملفات المطروحة كالملف الأمني الذي يطرح بقوة في ظل تصاعد الصراعات العالمية، أيضا مسألة الانتقال الطاقوي. الملف الذي طرح أيضا للنقاش بشكل واسع هو تنمية إفريقيا، وللجزائر رؤيتها في هذا المجال، خاصة وأنها تدافع عن مصالح إفريقيا وتقنع شركائها بطريقة أن تكون هناك شراكات ناجعة فعلا مع الشعوب الإفريقية. Lies Jubaili, je vais commencer avec vous ce thème. Votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu, bien sûr l'Algérie, où Abdelmadjid Tebboune, d'après donc cette journaliste, a participé au pourparlers qu'il y avait donc au G7, la question de la sécurité, la question de l'énergie ou la transition énergétique et d'autres questions aussi. Lies Jubaili. Tout d'abord, Nasser, le G7, ni plus ni moins, il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas s'attendre à des géants, c'est-à-dire des grandes nations. G7, c'est des grands pays sur le plan industriel, sur le plan des exportations. C'est des grands pays sur le plan surtout économique. C'est-à-dire l'Italie, l'Allemagne et la France, ces trois pays qui contribuent à la richesse de l'Europe. Et vous avez les États-Unis, vous avez le Canada,
quasiment, voilà, qui forment un G7, et vous avez en Asie le Japon. Le Japon. On parle de vraiment des pays qui sont autonomes sur le plan des industries et surtout sur le plan économique pur, c'est-à-dire on ne fait pas que des assemblages, on crée, il y a de la création. Donc, pour répondre à cette journaliste, absolument, moi je suis personnellement, je me réjouis de la présence de l'Algérie au G7. Mais il faut savoir que l'Algérie, que Meloni, le Premier ministre italien d'extrême droite, il faut le souligner, c'est une femme qui est très pragmatique, elle a eu le courage et la façon un petit peu de trouver un format, d'inviter tout ce beau monde sous le signe de l'Afrique multilatéralisme et montrer la puissance du pourtour méditerranéen. C'est la raison pour laquelle on a trouvé l'Algérie, on a trouvé la Turquie et même la Mauritanie, hein. Donc il n'y a pas que l'Algérie aussi. Mais il y a même aussi le Kenya. Oui, tout à fait. Donc quasiment, on met en avant on met en avant un peu l'Afrique. Oui, pourquoi on met en avant l'Afrique? Parce que le G7, derrière lui, vous avez des investisseurs qui pénètrent ces pays sur le plan économique. C'est-à-dire, c'est une pénétration sur le plan économique de ces pays. Donc forcément, le but, ils ont invité M. Tebboune, entre autres. Au fait, c'est des messages codés pour dire que le G7, l'Occident, les pays les plus puissants au monde, attendent de l'Afrique, la sécurisation sur le plan énergétique, c'est-à-dire, la preuve, c'était G8, hein, comme il y a plus la Russie elle a été évincée, maintenant on revient à l'ancien format G7. Donc on attend de l'Algérie et pas mal de pays africains la sécurité énergétique et surtout, Narsa, c'est le contrôle du flux migratoire aussi. C'est la raison pour laquelle certains pays doivent contrôler et aussi pour leur dicter un petit peu une feuille de route qu'ils doivent prendre. Maintenant, si M. Tebboune est parti au G7 en Italie pour faire la photo, oui, mais pour essayer de trouver les remèdes, c'est quasi impossible parce que ces pays ne vont pas apporter des remèdes aux problèmes socio-économiques que traverse le pays. C'est ça la réalité. Donc, c'est un G7 qui a été vraiment élargi, mais ces pays sont présents, juste présents. D'ailleurs, le Japon, il a été réduit à néant. Le Japon des années 70-80 n'est plus comme avant. La Turquie, pourquoi elle est présente au G7? C'est sa position géopolitique et géostratégique sur le pourtour méditerranéen. Donc, mais la tradition, Elias Jubaili, la tradition, c'est que le pays hôte invite traditionnellement donc des personnalités extérieures à participer donc au G7. Ça ne veut pas dire qu'ils participent à des sessions où il y a donc les responsables du G7, vous l'avez rappelé, donc les pays du G7, et aussi ils ont mis l'accent, si on peut dire, dans ce sommet sur la question ukrainienne, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est comment apporter de l'aide à l'Ukraine. Absolument. La preuve, les États-Unis, ils ont décidé d'armer l'Ukraine à fond et même d'autoriser la livraison des armes qui étaient un certain temps interdites à être exportées. Donc, le Congrès américain vient d'autoriser la livraison des armes aux États-Unis. Les Allemands aussi, ils viennent d'autoriser certaines armes comme des chars d'assaut allemands qui sont très réputés dans le monde, de les livrer à l'Ukraine. Forcément, on fait appel à ces pays comme l'Algérie pour sécuriser la sécurité énergétique, le flux migratoire, et pour dire, entre parenthèses, de prendre position avec nous pour l'Ukraine. Moi, je me pose la question, comment la Russie va essayer de voir la position de l'Algérie, sa présence au G7, quasiment qui valide implicitement ce que propose le G7, sachant que tous ces pays d'Africains qui sont présents, ils sont nullement décisionnaires, ils n'ont pas un pouvoir décisionnaire, rien, ils sont juste là, présents à titre d'information, ils sont des hôtes invités, on peut dire de marque juste pour participer, mais ils n'ont aucun poids ni de décider ni rien. Quoique, ils repartent chez eux avec une feuille de route imposée par le G7. C'est très, très, très important. Après, peut-être on va revenir à la question
sur l'Union européenne, absolument. Absolument. L'accord association. Reste avec nous, Elias Djbaili. Karim Kbir, sur ces questions, bien sûr, on a entendu les médias algériens, si on peut dire, présenter cette invitation d'Abdel Tebboune au sommet du G7 comme étant donc un succès de la diplomatie algérienne. Alors qu'il faut rappeler, donc, comme je l'avais dit, le pays hôte invite traditionnellement donc des personnalités extérieures à participer à certaines sessions, si on peut dire. Karim Kbir, votre lecture? On ne pouvait pas attendre autre chose de la part des médias algériens. Je vous l'ai dit, c'est-à-dire maintenant il y a une forme de conditionnement dans une majeure partie de la presse de glorifier tout ce qui est fait, tout ce qui est entrepris par les autorités. À chaque fois, d'ailleurs, vous n'avez que consulter parfois des journaux, des sites pour voir qu'une information qui ne méritait même pas un entrefilet dans le journal, mais qui est présentée comme étant quelque chose d'extraordinaire. On est réduit à traiter la moindre action du gouvernement comme étant un grand exploit. C'est devenu un peu, pas un peu seulement, mais c'est pratiquement c'est de la propagande, c'est tout. On a fait d'une visite qui est tout à fait ordinaire, parce que c'est une invitation justement du pays hôte qu'on a présenté comme étant un grand acquis, mais à la vérité, elle ne dépasse pas sa juste dimension. C'est vrai, bien entendu, c'est un respect pour un pays parce que nous avons été quand même le recours pendant la guerre Ukraine. Surtout pour l'Italie. Absolument. C'est quand même l'Algérie qui est venue à la rescousse pour la sécuriser sur le plan énergétique. C'est tout de même un pays pivot pour l'Union européenne. En même temps, et dans ce contexte de changement tout azimut, parce que même l'Algérie quand même a changé, c'est-à-dire elle a diversifié ses partenaires, donc l'Europe aussi ne veut pas perdre quand même le marché algérien. Donc il y a cette forme de politique de charme, d'essayer d'entretenir de bons rapports avec l'Algérie, mais par ici, la presse elle est présentée comme étant quelque chose mais de l'autre côté, Karim Kbir, de l'autre côté, puisque vous parlez de l'Union européenne aussi, de l'autre côté, cette semaine, on a appris que l'Union européenne a engagé donc une procédure de règlement des différends contre l'Algérie pour défendre les entreprises européennes par rapport à la question du commerce. Et l'Union européenne a estimé qu'en imposant ces mesures commerciales restrictives depuis 2021, l'Algérie ne respecte pas ses engagements en matière de libéralisation des échanges au titre de l'accord d'association EU, donc Union européenne-Algérie. Comment peut-on lire donc cette menace de l'Union européenne, Karim Kbir, contre l'Algérie? Je pense qu'en arrière-fond, vous savez, de toutes les façons, l'accord d'association, si vous vous rappelez, il a été dénoncé même par le chef de l'État. Donc il y avait une demande de revoir cet accord d'association qui est jugé par l'Algérie comme étant en sa défaveur. Mais je pense qu'en arrière-plan, ce sont beaucoup plus c'est-à-dire la multiplication des partenariats que l'Algérie est en train de passer, notamment avec la Chine, avec la Turquie, qui sont devenus de plus en plus très offensifs sur le marché algérien. Je pense que c'est ce qui gêne beaucoup plus l'Union européenne. C'est pour ça qu'elle a actionné justement ce mécanisme dans l'espoir de faire pression pour permettre aux entreprises européennes de mieux investir en Algérie. C'est le pragmatisme des Européens. Donc ça, comment dire,
C'est une façon pour les Européens de toutes les façons de faire pression pour permettre à leurs entreprises de mieux investir en Algérie. C'est de bonne guerre à la limite pour les Européens. Mais du côté algérien aussi, on avance les arguments de protéger l'économie, de protéger la production locale. Mais on verra dans quelques mois comment les choses vont évoluer. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Lies Jubaili, je sais que vous voulez rebondir par rapport à cette question. On va faire juste un rappel. Donc, l'Union européenne et l'Algérie ont signé un accord d'association en 2002 qui est entré en vigueur en 2005. Il établit un cadre pour la coopération l'Union européenne-Algérie dans tous les domaines, y compris le commerce. Elle libéralise les échanges de biens des deux côtés. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'Algérie et représente la majorité du commerce international de l'Algérie, environ donc 50,6%. Et ça, c'était en 2023. Quelle lecture peut-on faire donc de ce différend qu'il y a entre l'Union européenne et l'Algérie par rapport donc à la question du commerce, mais aussi ce différend peut aller très loin puisque donc l'Union européenne menace l'Algérie, donc Lies Jubaili. Moi, je comprends l'Algérie ou n'importe quel pays, et surtout l'Algérie, quand elle veut protéger son économie. Il ne faut pas pousser aussi trop ce qu'on appelle au protectionnisme parce que ça risque de se retourner contre nous. Je comprends un pays quand il est doté d'une grande économie, quand il est doté de grandes structures industrielles, de protéger son économie. Mais ce n'est pas le cas chez nous, Anas. C'est-à-dire, l'Union européenne, elle a dénoncé, l'accord, elle a dénoncé que l'Algérie a réduit considérablement les exportations européennes en Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont chuté de 45%, de 23 milliards à peu près de dollars à 15 milliards. Mais c'était le but de l'Algérie, je comprends. C'était pourquoi? C'était pour protéger. Karim Kbir a dit protéger donc le produit national. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que nous produisons? Absolument, la question elle est là. En fait, il y a deux questions qui se posent à nous. La première question, c'était la première mesure qui a été prise, la première mesure de l'Algérie, c'était pour protéger la production locale et doper notre production locale. Mais nous produisons quoi exactement? Donnez-nous, nous produisons quoi? Si nous produisons, à la rigueur, il n'y a pas de souci. Si nous voulons réduire l'importation et diminuer les factures liées à l'importation, je suis d'accord. Mais nous ne produisons rien du tout. Deuxièmement, et c'est ça le paradoxe de ce pouvoir, de ce régime, Massa. À partir du moment où pas mal de ministres, ils appellent à pied ferme, ils font de la promotion pour pousser les investisseurs étrangers à venir investir en Algérie, on ferme les portes finalement. Comment voulez-vous un investisseur étranger vienne chez nous en Algérie pour investir et nous, on a dénoncé, on a violé l'accord. C'est ça le paradoxe. Vous ne pouvez pas appeler à des investisseurs, venir chez vous, investir chez vous dans tous les secteurs d'activité. En même temps, vous êtes incapable de respecter un accord. Est-ce que vous pensez, Lies Jubaili, que ce différend donc qu'il y a entre l'Union européenne et l'Algérie peut être aussi en termes d'image, si on peut dire, et surtout en termes de crédibilité par rapport à d'autres accords avec d'autres pays, avec d'autres groupes de pays, si on peut dire? Bien sûr, regardez, tout à l'heure, M. Kbir a évoqué la Chine. Il n'y a que la Chine qui veut investir chez nous. Il faut se poser la question, pourquoi la Chine, elle veut investir chez nous? La Chine, parce qu'elle est porteuse de capitaux, ils viennent, ils ramassent leur argent, ils repartent tout simplement. Est-ce qu'il y a vraiment une création de la valeur ajoutée en Algérie? Est-ce que la main-d'œuvre locale algérienne, elle est mise sur le marché? Rien. Il faut dire que toutes les entreprises chinoises, quand elles viennent en Algérie, elles ramènent leur main-d'œuvre. Et il faut le savoir, toutes les bases vie des entreprises chinoises, il n'y a que des Chinois. Et pourquoi faire plaisir aux Chinois qui investissent quand même, qu'on le veuille ou pas? C'est une grande économie, la Chine, mais quand même, elle ne va pas faire un transfert de technologie. Idem pour la Turquie. La Turquie, ils viennent investir dans le bâtiment. Vous savez, j'ai rencontré un Béninois,
Il m'a dit, j'ai travaillé en Algérie. Il m'a dit, les Turcs, ils ne prennent pas la main-d'œuvre locale, ils prennent des étrangers, des Africains sans papier qui résident en Algérie pour les payer. Regardez, donc tout le monde veut faire le business. Oh, heureusement que l'Union européenne, quand même, qu'on le dise ou pas, c'est des pays démocratiques qui sont regroupés sous l'Union européenne à condition de verrouiller et de mettre en place un cadre législatif correct pour essayer de protéger votre économie et de s'assurer de l'investissement fiable dans votre pays et de s'assurer de la... C'est ça, non mais c'est ça la question. Donc pourquoi dire venez investir et dire il n'y a que $1 milliard d'investissement direct étranger en Algérie? Comment on peut faire la promotion de notre pays? Comment donner une belle image de notre pays? Le pays, qu'on le veuille ou non, l'Algérie doit s'ouvrir au monde. On doit s'ouvrir. La jeunesse doit s'ouvrir au monde. Il faut qu'il y ait des partenariats dans le monde de l'entreprise, dans le monde dans les milieux culturels, dans les milieux universitaires. C'est ça un pays. Un pays, c'est pas manger, boire et ramasser de l'argent. C'est s'ouvrir sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social. Ça, le régime, je pense, est fait la sourde oreille. Et c'est le même cas avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je ne sais pas, on est arrivé plus de 200 rounds. On n'est jamais arrivé à adhérer. À chaque fois, peut-être des fois l'OMC, mais nous aussi, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut exactement. Très bien. Restez avec nous, Lias Jubaili. Karim Kbir, je vais revenir rapidement vers vous par rapport à cette question. La question de l'image de notre pays, à faire du business, mais aussi de la crédibilité de l'Algérie avec d'autres pays, avec d'autres puissances. Est-ce que vous pensez qu'elle a été entachée, si on peut dire, avec ce différend qu'il y a avec l'Union européenne? Et bien sûr, la question de la stabilité de nos institutions. Et là se pose la question politique. Karim Kbir. Écoutez, de toutes les façons, aujourd'hui, bien sûr, les Occidentaux, de façon générale, mais tous les pays en tout cas, ils privilégient plutôt la stabilité. La stabilité politique, bien sûr, et en même temps la stabilité juridique. C'est-à-dire, tous les pays qui viennent, de toutes les façons, la première condition, c'est la stabilité politique. Et puis, donc là, ce qui suppose la stabilité sécuritaire et la stabilité juridique. Il fut un temps où, dans ces rapports avec l'Algérie, par exemple, il y avait des conditionnements, des conditionnalités plutôt liées au respect des droits de l'homme, liées au respect de la liberté de la presse. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, même s'il y a des clauses dans l'accord d'association, par exemple, avec l'Union européenne. Mais aujourd'hui, avec les chamboulements géostratégiques qui s'opèrent à travers le monde et la crise de la démocratie en Europe, le discours des Occidentaux c'est un petit peu fragilisé. Donc ils ne peuvent plus, si vous voulez, ils n'ont plus les moyens ni la force pour imposer justement ce regard, c'est-à-dire cette façon de parler des questions des droits de l'homme. Donc on est dans un monde du pragmatisme économique strict, c'est-à-dire dans le sens primaire, c'est-à-dire c'est exclusivement les intérêts. Et là, il y a une longueur d'avance des pays comme la Chine, comme la Turquie, comme je vous l'ai dit, qui s'en foutent complètement de questions des droits de l'homme et de la liberté de la presse et tout ça. Donc je pense que aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui cherche à gagner ce temps perdu. C'est du pain béni pour les régimes comme les nôtres. Donc ils ne peuvent plus aujourd'hui être critiqués, ni rappelés à l'ordre sur les questions des droits de l'homme, ni sur les questions de la liberté de la presse. Donc c'est uniquement faire du business. Est-ce que l'image du pays, honnêtement, je ne sais pas, parce que de toutes les façons, on n'a pas eu seulement le problème avec l'Union européenne, on l'a eu avec beaucoup de pays, avec l'Espagne, avec le Maroc, avec le Mali, avec les Émirats arabes unis.
voilà, donc je ne pense pas qu'il y a ce souci, en tout cas du côté algérien, ce souci de l'image, comme je vous l'ai dit, avec les chamboulements aujourd'hui géostratégiques. Donc ce genre de questions ne pèse pas vraiment dans l'équation de simples intérêts strictement économiques. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir, puisque vous avez parlé ou mentionné des droits de l'homme et aussi des libertés. C'est notre thème prochain. Donc, juste après, on va regarder cette petite intro. Droits de l'homme et liberté, l'Algérie nouvelle au régime sec. C'est le titre de ce troisième thème de notre émission. Et là, bien sûr, on va écouter les déclarations faites auparavant donc, sur sur exactement donc les lois qui ont été ratifiées ou les conventions qui ont été ratifiées par l'Algérie avec les institutions internationales. On l'écoute. إن بلادي التي حظيت بدعم وثيقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معه ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدولي الشامل، حيث قدمت بلادي في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية. Bon, on va écouter bien sûr juste après donc Monsieur Voul, Clément Voul, qui est donc le rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, qui a visité l'Algérie septembre dernier, en 2023. Son rapport va être publié bien sûr, on va vous lire bien sûr ce qui a été publié dans ce rapport. Donc il y aura une examination cette semaine donc sur la question algérienne, sur la situation donc en Algérie. Zakaria Hnaj donc est de retour avec nous. Zakaria Hnaj, on va écouter si c'est possible avant de vous donner la parole Monsieur Voul pendant sa visite donc à Alger. On l'écoute et je reviens juste après à mes invités. Pour permettre au gouvernement de mieux ajuster également leur politique publique au service du peuple. La société civile doit être considérée dans toute sa composante, qu'elle soit sur la question des droits économiques, socioculturels, qu'elle soit sur la question des droits civils et politiques ou des droits civils et politiques, qu'elle travaille sur la corruption, qu'elle travaille sur le plaidoyer. Elle est importante pour la construction d'une démocratie durable, pour la construction aussi d'une démocratie inclusive et pour la construction aussi d'un développement harmonieux dans l'intérêt de tous les citoyens. Les journalistes doivent avoir l'espace nécessaire de pouvoir travailler, de ne pas s'auto-censurer. Et j'ai d'ailleurs précisé cela dans mes réunions avec le gouvernement. Une question, la dépénalisation impose sur le site web de... Donc, dans le rapport de M. Voul, le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et là on peut lire, le rapporteur spécial a été informé à plusieurs reprises que les autorités avaient continué de recourir à des lois répressives et inconstitutionnelles datant de la
réprimer la dissidence pacifique. Des militants des droits de l'homme et des journalistes continuent d'être détenus arbitrairement et des associations de la société civile d'être dissoutes arbitrairement ou de se voir refuser l'enregistrement. Le rapporteur spécial comprend que les autorités algériennes veuillent assurer la sécurité et la stabilité de l'État. Il ne peut pas y avoir de sûreté et de sécurité à long terme si les droits de l'homme ne sont pas respectés et si l'on ne veille pas à ce que toutes les personnes, y compris celles qui critiquent les autorités, puissent exercer leurs droits fondamentaux à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Zakaria Hnaj, votre réaction? Ma réaction, c'est clair que Tebboune, il répète toujours les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes discours, la même stratégie, mais voyons le dernier rapport de rapporteur spécial Clément Voul, et sincèrement, il a parlé sur tout. Il a parlé sur toutes les lignes, il a parlé sur les lois, il a parlé sur les manifestations, les associations, il a parlé sur l'ISN, l'interdiction de quitter le territoire national, il a parlé sur plusieurs décrets, sur la Constitution, les arrestations. Vraiment, je vois que le rapport de Clément Voul a été vraiment, il a démontré que le discours de Tebboune et le discours du gouvernement algérien est vraiment contradictoire par rapport à la réalité. Même, c'est une chose qui est grave, même celui qui a lu le rapport, il a mentionné que la chose la plus grave, que le gouvernement, le système sécuritaire, comme vous voulez dire, qu'il mentionne la société civile comme une menace. Et pourtant, si la société civile, normalement, elle doit être un allié. Mais l'Algérie, elle voit ou elle considère la société civile comme une menace, la société civile comme des criminels, comme des terroristes. Et c'est ça la chose la plus grave. Quand un État, quand un système qui considère la société civile comme une menace, ça veut dire qui a la vraie menace, c'est le système. Ça veut dire vraiment, ce gouvernement-là, vraiment ce système qui est sur place, si tu es une vraie menace sur ce pays-là, si tu es une vraie menace sur ces citoyens-là. Très bien. Elias Djubaili, sur ce rapport donc de Clément Voul, le rapporteur spécial, bien sûr, il a rappelé donc cet article, le 87 bis, qui criminalise donc toute activité politique, mais aussi vous met sous le cas du terrorisme, si on peut appeler. Comment vous l'avez trouvé, donc ce rapport, mais aussi la question des droits de l'homme et des libertés en Algérie? On a entendu Al-Majid Tebboune auparavant donc dire que l'Algérie a ratifié toutes les conventions des droits de l'homme, mais aussi dans une interview, il parle qu'il n'y a pas de journalistes en prison. Et là, on va écouter Al-Majid Tebboune sur cette question. باللي فيه تجنيد من اجل صحفيين في السجن وكان ما وراه صحفيين عندنا في السجن كانش فيه صحفيين اللي مروا ربما على السجن ممكن شهرين ثلاثة ممكن في صحفيين اللي عوض ما يدخلوا للسجن العدالة فضلت تخليهم تحت الكنترول جوديسيال الرقابة القضائية بدون يعني ما يوصلوا للحد. إذا كان الأخير هذا اللي حكمت عليه العدالة ما تحكمش عليه لأنه صحفي، تحكم عليه لأنه قبل أموال أجنبية، الشيء اللي ما تقبلها لا الولايات المتحدة ولا دول أوروبية ولا أي دولة ما تقبل تمويل أجنبي للصحافة تاعها باش تهاجمها. هذا هو كانش. Et là, bien sûr, il parle de Ihsan Al-Qadi. Elias Djubaili. Journaliste Ihsan Al-Qadi qui est injustement emprisonné, dont je salue le courage de ce journaliste, de M. Ihsan Al-Qadi. Donc il fait allusion à l'article 95, donc apparemment Temwil al-Khariji, voilà, donc il fait allusion, c'est-à-dire venant de l'étranger, donc l'ayad al-Khariji par rapport à cet article-là. Mais aussi il y a l'article liberticide qui s'appelle le 87 bis, qui fait de nous, qui fait de chaque Algérien un terroriste en puissance s'il est à l'encontre de ce régime, s'il conteste une décision publique, il peut être qualifié comme terroriste. Le fait de demander un changement démocratique dans votre pays, vous êtes qualifié de terroriste. C'est ça le truc. Ils ont criminalisé
ils veulent criminaliser la politique de l'opposition. Enfin, toute opposition qui souhaite contester des décisions, se lancer en politique, si elle est à contre-courant par rapport à ce qu'il avance, le régime, ils sont considérés comme terroristes. Donc, c'est la raison pour laquelle, il faut demander, il faut tout faire notre possible pour l'abrogation de cet article 87 bis, qui a fait des ravages au sein des militants qui se trouvent jusqu'à maintenant en prison. Sinon, pour revenir à ta question, Nasser, qu'est-ce qui a changé depuis rien? La liberté d'expression, les journalistes sont poursuivis, la liberté d'association, donc le pouvoir, il continue à réprimer avec intensité, avec une férocité des partis. Il a suspendu des partis. Celui de Fathi Ras, il est suspendu, il faut le dire. Celui de Karim Tabou n'a jamais été agréé. La liberté de réunion publique aussi, personne n'a le droit de se réunir parce que ça peut s'apparenter à plein de choses. Donc finalement, M. Woul, son rapport, il donne des recommandations ou il ne donne pas, peu importe, mais la réalité n'a pas changé. C'est que l'Algérie, elle a ratifié tous les traités internationaux. J'attire votre attention, Nasser, dans la Constitution, il y a l'article 54 de la Constitution qui garantit la liberté de la presse. Mais elle n'est jamais appliquée. Au fait, il y a toujours des recommandations. Ils veulent toujours encadrer la diffusion des informations. Et c'est ça. Donc, à partir du moment où vous dites qu'il y a un article 54 qui vous permet une information, la diffusion d'une information libre, et en même temps, si vous essayez de l'encadrer, ça veut dire que vous êtes plus libre, en fait, vous êtes soumis au diktat d'un régime. Donc, pour dire, il n'y a pas que le rapporteur spécial, M. Woul, il y avait la rapporteuse, une rapporteuse aussi à l'ONU, qui a critiqué. Il y a pas mal de rapporteurs qui ont critiqué l'Algérie, que l'Algérie n'est pas, qu'on le veuille ou pas, c'est pas un pays démocratique parce que la presse, elle n'est pas libre. Tout journaliste en puissance risque d'être poursuivi. Donc, M. Woul, il fait son travail. Mais moi, pour être honnête avec toi, Nasser, je n'y crois pas. J'y crois à M. Woul qui est venu avec de bonnes intentions, mais on a vu sa façon de recommander, de dire, mais vous savez très bien que le régime ne va pas prendre en considération aucune recommandation venant de ce rapporteur spécial ou de la rapporteure spéciale ou de la commission des droits de l'homme. Donc, à partir du moment où le rapport de force est en sa main, tous les médias et la finance entre ses mains, il continue sa feuille de route en réprimant le peuple et je veux dire, et en confisquant la presse, absolument. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Lies. Vous avez parlé donc de la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses donc des droits humains qui a fait donc une visite en Algérie en décembre. Donc 2023, Madame Marie Lelor. Karim Kebir, je vais revenir vers vous sur cette question. La question des droits de l'homme, et la question aussi, ou ce rapport du Conseil donc, des droits de l'homme de l'ONU, est-ce que vous pensez qu'il est important et qui peut aussi influencer, si on peut dire, donc, le parcours des libertés et des droits de l'homme en Algérie? Karim Kebir? Ah, on a perdu Karim Kebir, dommage. Cette question est à vous, donc, Zakaria Hannesh. Il faut rappeler aussi, que Zakaria, que vous étiez aussi menacé, si on peut dire. Karim Kebir, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez, Karim Kebir? Pardon, Zakaria Hannesh, parce qu'on m'a dit à l'oreillette qu'on a Karim Kebir. Karim Kebir, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ah, très bien. Karim Kebir, très rapidement, sur la question donc, des libertés et des droits de l'homme, ce rapport donc, qui est contre l'Algérie, ces remarques qui ont été faites bien sûr par le rapporteur spécial Clément Woul, qui a effectué une visite septembre dernier. Est-ce que vous pensez que ce rapport est important pour faire avancer la question des droits de l'homme et des libertés en Algérie, puisque l'Algérie, et il a été rappelé par Ahmadji Tebboune, a ratifié toutes les conventions concernant donc ce dossier?
Oui, bien sûr. Le problème, c'est toujours dans l'application. Bien sûr, il y a beaucoup de conventions qui ont été ratifiées par l'Algérie. De toutes les façons, elles ont été évoquées par les militants des droits de l'homme, par les défenseurs des droits de l'homme, par les syndicalistes aussi. Rappelez-vous aussi quand il y avait la loi sur les syndicats. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas contraignantes. Depuis quand même un bon moment que ces critiques ont été formulées, mais est-ce que la réalité du terrain a changé quelque chose? Non. Je pense notamment, par exemple, à l'article 87, dont tout le monde demandait l'abrogation, mais à ce jour, et on ne voit pas venir. C'est parce que le pouvoir se sent en position, de toutes les façons, en position, j'allais dire, de force. Parce que, comme je l'ai encore une fois répété, nous sommes dans un monde qui est en plein chamboulement, où les crises de la démocratie occidentale donnent du grain à moudre à des régimes comme les nôtres. Donc, ils ont suffisamment d'arguments pour ne pas se plier, si vous voulez, à ces injonctions extérieures et qui essayent, par exemple, de recommander justement le respect des droits et tout ça. Parce qu'à chaque fois, on va vous évoquer, on va vous dire, regardez ce qui se passe dans les médias occidentaux par rapport à la question palestinienne. Regardez comment ils ont traité en France la question des gilets jaunes. Regardez comment aux États-Unis on a traité les étudiants qui manifestent en faveur de la Palestine. Donc aujourd'hui, la situation est devenue beaucoup plus complexe, contrairement à il y a quelques décennies. Donc je pense que c'est beaucoup plus un combat au niveau interne, c'est-à-dire c'est le combat des citoyens eux-mêmes. Très bien. S'ils veulent faire respecter justement, arracher leur liberté ou faire respecter les libertés. Très bien, merci beaucoup Karim Kbir. Zakaria Hnaj, je vais terminer cette émission avec vous. Est-ce que c'est un combat interne, comme l'a dit donc Karim Kbir, ou il faut continuer à dénoncer les abus, la situation des libertés, donc et la situation des droits de l'homme en Algérie? Votre réaction, Zaki Hnaj, il faut rappeler aussi que vous étiez menacé d'être emprisonné, donc vous avez fui l'Algérie, vous êtes au Canada aujourd'hui. Zaki Hnaj. Bon, pour moi, ça doit être les deux. Il faut se battre en interne parce que c'est très important. Il faut aussi rappeler l'Algérie pour ses obligations. Je vais essayer de faire un petit résumé rapide sur le rapport de Clément Beaune, parce que pourquoi je dis c'est très important, parce que presque il a parlé sur tous les dépassements de l'Algérie. Un point important à mentionner, que l'Algérie a signé toutes les conventions internationales, mais n'a pas ratifié juste concernant les disparitions forcées. Jusqu'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas ratifié sur cette convention-là. Revenons sur le rapport de Clément Beaune. Il a parlé sur le Hirak, il a parlé beaucoup plus sur le Hirak. Il a mentionné la répression qui ont subi les citoyens du Hirak et que leur revendication n'a pas eu lieu. Il a parlé sur les situations des associations. Par exemple, il a mentionné un chiffre très important. Par exemple, l'Algérie a mentionné qu'il y avait 137 475 associations, dont 1977 associations nationales, mais il a mentionné qu'il y a que 25 organisations des droits de l'homme, dont 14 nationales, en ajoutant que la Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute. Il a parlé sur la Ligue algérienne des droits de l'homme, la DDH, il a parlé sur le RAD. Il a parlé aussi sur la situation des partis politiques et la répression et la censure contre ces partis politiques-là. Sur ces partis politiques-là, aussi, il a parlé aussi sur les manifestations, les conditions de manifestation, les arrestations. Il a parlé sur les lois répressives. Il a parlé aussi sur les médias et la censure contre les médias. En plus, il a parlé aussi sur les syndicats et la situation très compliquée
au niveau des syndicats. Il a parlé aussi sur des lois, par exemple, la loi numéro 1216 relative aux associations. Il a parlé de la loi 81-19 relative aux réunions et manifestations. Il a parlé sur la loi 1204 relative aux partis politiques. Il a demandé à Bourget de remplacer ces lois-là. Il a parlé sur les lois que doivent. Elle a parlé sur 9 lois dans 87 pistes. Elle a demandé, il a mentionné clairement quand c'est des lois répressives que l'Algérie a utilisé ces lois pour réprimer les citoyens, pour réprimer les manifestations, pour réprimer l'opposition. Je vois que pour moi, ce rapport-là vraiment donne une certaine image, donne une certaine image ce que les Algériens, ce que l'Algérie, ce que le militant, ce que le citoyen algérien subissent de répression, de fermeture, de censure, de toutes, je ne savais pas toutes les lois, tous les mots qui montrent qu'il y avait vraiment une censure, il y avait vraiment un climat de peur, un climat de répression. Voilà, oui, c'est très compliqué à l'intérieur. Oui, le combat, c'est à l'intérieur. Oui, c'est très compliqué, mais il ne faut pas baisser les bras. On doit continuer notre combat jusqu'à voir notre en Algérie qu'on rêve d'avoir un état de droit, un vrai état de droit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Zakaria Hannache. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Il faut rappeler aussi que cette semaine aussi, il y avait la réunion du RCD, du parti du RCD qui a été interdite, qui était prévue donc à Batna. Elle a été interdite par les autorités algériennes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous mes invités, Karim Kbir d'Alger, mais aussi Lias Djubaili qui était avec nous de Paris, ingénieur économiste, militant politique. Merci à Zakaria Hannache, militant des droits de l'homme. Il était avec nous depuis Montréal. Ya'tikum saha.